Réunion à Paris des ministres chargés de la lutte contre le terrorisme de 9 pays occidentaux. Comment passer à la concrétisation de la coopération internationale? Invité de cette édition, M. Jean Gol, ministre de la Justice belge. En Nouvelle-Calédonie, le FLNKS indépendantiste tient son congrès dans la perspective du référendum. Reportage Antenne 2 en Nouvelle-Calédonie avec Rachid Arabe et Patrice Duterte. Arrivée de la transatlantique il y a quelques dizaines de minutes, Eric Tabarly gagne la deuxième étape. Et puis Roland Garros, victoire de Tariq Benavides et de Yannick Noah plus difficilement. Aujourd'hui, jeudi 28 mai 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Le dispositif de sécurité était impressionnant ce matin à Paris autour du ministère de l'Intérieur. 9 ministres chargés de la lutte contre le terrorisme, représentant, je vous les cite tous, les États-Unis, la République fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, le Canada, le Danemark, la Belgique et la France étaient réunis pour examiner toutes les dispositions réglementaires et toutes les initiatives nécessaires dans ce domaine. Reportage Hervé Brusini, Paul Albertini. 7 heures, on ne passe plus, quartier bouclé, le ministère de l'Intérieur devient un camp retranché. Les tireurs d'élite ont déjà pris position et le tapis rouge attend impatiemment ses hôtes. 9 heures, ouverture du balai des voitures blindées. Les Canadiens arrivent les premiers. Les Américains ont préféré venir à pied aux grandes dames des services de sécurité. Quant à Luigi Scalfaro, le ministre de l'Intérieur italien, il a fait un petit crochet par une église pour célébrer l'Ascension. 13 heures, photo de famille de l'antiterrorisme mondial. Thème des conversations, les menaces que peut subir chaque pays à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Même le japonais Hanashi a fait le voyage. Cette réunion, Charles Pasqua a voulu avec son homologue Zimmermann il y a 15 jours. Voilà un bon coup politique pour le ministre français à quelques jours du sommet des pays occidentaux de Venise. Une bonne affaire diplomatique aussi pour les États-Unis. Edwin Meese, le ministre américain de la Justice, est venu en personne. Cette fois, les Européens sont officiellement à ses côtés pour lutter contre le terrorisme. 17 heures, conférence de presse, en préambule, l'efficacité des travaux du sommet. De considérer qu'aujourd'hui c'est une première étape, il était important pour nous de pouvoir faire à la fois le bilan des renseignements que les uns et les autres nous possédons, de façon à mieux cerner la menace qui pèse sur nos nations et ainsi mieux définir les mesures appropriées à adopter. Les amateurs de révélation resteront sur leur faim. Juste une précision pourtant, c'est bien grâce à la collaboration américaine que les explosifs de Fontainebleau ont pu être découverts. Mais déjà les ministres repartaient et cette fois pour des missions fort concrètes. Ainsi Robert Pandro qui demain à Madrid doit signer un accord avec la police espagnole. Bientôt des inspecteurs franchiront les Pyrénées et s'échangeront leurs informations. Monsieur Jean Gol, bonsoir. Il y a une question qu'on a envie de se poser tout de suite. Est-ce que c'est bien utile de réunir des politiques alors que l'essentiel du travail est fait par des policiers? Oui, je crois que la réunion des politiques est essentielle parce que, quelque part, il faut d'abord affirmer la volonté politique. Il est évident que les services techniques, vous avez parlé des polices, on peut parler des services de renseignement, ne continueront pas dans la voie de la collaboration s'il n'y a pas une volonté politique de le faire. Ensuite, il faut qu'à la veille du sommet des pays industrialisés de Venise, les chefs d'État et de gouvernement soient en possession d'une évaluation de la menace et disposent des éléments qui leur permettent à eux aussi d'affirmer une volonté politique des pays industrialisés et de la communauté européenne. Il y a quand même une grande limite à la coopération internationale, car chaque pays a des intérêts différents. Les intérêts de la Belgique, les intérêts de la France ou de l'Allemagne sont différents. Oui, pas dans ce domaine. Je crois que l'intérêt de l'ensemble de l'Europe, et au-delà de l'ensemble de la société démocratique, c'est de lutter contre le terrorisme qui, quelle que soit sa couleur, a finalement pour but et en tout cas pour effet de déstabiliser nos sociétés démocratiques. Et le même type de question se pose à nous tous. Comment empêcher des terrorismes nationaux de se développer et de menacer nos institutions? Comment empêcher des terrorismes venus d'ailleurs de frapper chez nous? Et comment faire en sorte que nous puissions lutter avec le plus d'efficacité contre le terrorisme sans pervertir notre propre démocratie? Car la différence fondamentale entre les terroristes et nous, c'est qu'eux peuvent utiliser toutes les armes
ils sont dans la clandestinité, ils frappent au moment où ils le décident. Nous sommes obligés, et c'est l'honneur des démocraties, de respecter les règles de droit pour lesquelles, ou au nom desquelles, nous luttons contre le terrorisme. Vous dites eux, nous, vous parlez des terroristes. Est-ce que vous désignez certains États dans cette action terroriste? Oh, Trévis à plusieurs reprises. Le groupe de Trévis, c'est le groupe que vous présidez. C'est ça, c'est le groupe des 12 pays de la communauté européenne au niveau des ministres chargés de la sécurité, principalement et généralement des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Justice. Et Trévis, derrière ces ministres, a toute une organisation fondée sur des groupes de travail et de la coopération entre des techniques, entre des services et des renseignements. Oui, eh bien, nous l'avons fait à plusieurs reprises. Dans certains de nos rapports, nous avons clairement désigné des pays comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Iran, non pas de manière univoque, chaque fois pour tel type ou tel autre d'action terroriste, mais de façon générale, nous avons évalué l'implication de certains États dans la menace terroriste. Votre collègue italien, M. Scalfaro, disait à la sortie de cette réunion, il faudrait qu'on passe à des mesures plus concrètes. Alors, est-ce qu'effectivement, vous n'êtes pas un peu insatisfait? Est-ce qu'il y a des mesures très concrètes qui vont sortir de ces réunions internationales? Je crois que ce qui était essentiel aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on se soit réunis au niveau mondial. Ce qui est tout aussi essentiel, c'est que là où les mesures concrètes se prennent, c'est-à-dire entre les 12 pays de la communauté européenne, on continuera à conserver son identité. Ce que je craignais un peu comme président en exercice de la communauté européenne, c'est qu'à l'occasion d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, l'Europe se dilue dans une organisation beaucoup plus vaste, mais où l'intégration serait moins poussée. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Je signale qu'il y a quelques mois, la tentative de mettre sur pied un sommet identique à celui-ci a échoué, et notamment a échoué parce que l'on n'a pas tenu compte de la communauté européenne en tant que telle. Je peux constater qu'aujourd'hui, grâce à l'initiative française, nous avons non seulement conservé notre identité européenne, et c'est à ce titre que je suis venu aujourd'hui à Paris, mais en outre, nous avons élargi la perspective d'un espace judiciaire européen vers un espace de sécurité démocratique. Monsieur Goll, vous avez conservé votre identité européenne face aux États-Unis parce que vous craignez une sorte de mainmise des États-Unis? Je crois que nous devons collaborer avec les États-Unis. J'en suis un chaud partisan. À plusieurs reprises, j'ai rencontré le ministre de la Justice américain, l'Attorney General, comme président de Trévis et avant que je ne devienne président de Trévis. Et je suis pour une très profonde collaboration avec les États-Unis, mais une collaboration sur pied d'égalité et dans laquelle l'Europe parle d'une seule voix et conserve son identité. Merci M. Goll d'avoir été notre invité. Cette réunion internationale a entraîné un accroissement des mesures de sécurité à Paris. De plus, les dernières menaces transmises par communiqué par le CSPPA, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes, ont eu pour conséquence le renforcement du nombre de CRS et de policiers. 1800 hommes de plus, indique officiellement le ministère de l'Intérieur, pour une surveillance dans plusieurs quartiers de Paris. En Suisse, les autorités fédérales n'ont pas accepté d'extrader Jean-Dominique Frattoni, ex-PDG du Casino Roule. Une nouvelle demande française pourrait être transmise, mais M. Frattoni pourrait aussi être remis en liberté, selon son avocat. À Lugano pour Antenne 2, Gérard Beaufils, Jean-François Hoffmann. Si Jean-Dominique Frattoni, fuyant la France en 1980, avant une condamnation par défaut et 4 mandats d'arrêt lancés contre lui, s'est réfugié dans le canton du Tessin, c'est peut-être parce qu'aucune autre ville de Suisse que Lugano ne ressemble autant à Nice. Promenade au bord de l'eau, palmiers, grands hôtels, casinos et secrets bancaires en plus. Lugano, à un saut de puce en avion et quelques dizaines de minutes d'autoroute, est aussi, comme Nice, une mine touristique et une plaque tournante entre la Suisse et l'Italie. En un quart d'heure de Vaporetto, il est aisé d'aller jouer à Campione, enclave italienne où les devises remplacent les pièces d'identité pour accéder au tapis vert. L'argent noir a d'ailleurs déjà transité par là entre 1982 et 1984 dans des valises de la mafia gonflées de dollars à recycler. Ce que l'on appelait alors la Pizza Connection blanchissait les billets verts dans les casinos de Beaulieu-sur-Mer en France, Saint-Vincent d'Aoste en Italie ou San Remo. Ici, à Lugano, il y a 2 attitudes possibles, disent les habitués. Les faits et la loi d'un côté, la morale de l'autre. L'essentiel n'est-il pas de s'y retrouver? Lorsque l'évasion fiscale était à l'ordre du jour en France, c'est aussi ici que venaient s'investir les capitaux de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, Jean-Dominique Frattoni y est incarcéré pour activité illégale et les magistrats helvétiques cherchent encore le biais juridique le plus honorable pour satisfaire à la fois le parquet de Nice qui demande l'extradition de Frattoni
est celle de ce citoyen qui possède la double nationalité française et dominicaine et qui, en fin de compte, pourrait bien être expulsé discrètement vers la destination de son choix. En Nouvelle-Calédonie, le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, tient son congrès depuis ce matin. Il s'agit pour l'organisation indépendantiste, présidée par Jean-Marie Djibaou, de définir sa stratégie en vue du prochain référendum organisé par le gouvernement. Pour Antenne 2, Rachid Arabe et Patrice Dutertre ont rencontré en Nouvelle-Calédonie M. Jean-Marie Djibaou. Yengen, village de Nouvelle-Calédonie situé à 400 km de Nouméa, une commune indépendantiste dont le maire est Jean-Marie Djibaou. C'est ici, au calme, que le leader du FLNKS a préparé le congrès de son parti. Un congrès important pour l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie. Un congrès qui devrait décider le boycott du référendum d'autodétermination proposé par Bernard Pons. Un congrès qui devrait aussi définir la nouvelle ligne d'action du FLNKS. Des manifestations pacifiques, des démonstrations de force tranquille, plutôt que le recours à la violence. Jean-Marie Djibaou est en effet persuadé que le temps joue pour les indépendantistes. Je pense qu'on a simplement la mobilisation de notre peuple et nous pouvons faire peut-être des actions non violentes. On en a la possibilité. Il y a assez de militaires partout pour quadriller le terrain et faire en sorte que rien ne se passe. Bon, on verra. Dites-moi franchement, ce qui d'après vous, M. Djibaou, peut se passer maintenant. Je dirais que la marge est petite. Alors il faut être intelligent pour trouver les choses qu'il faut faire. Un peuple qui se bat pour sa liberté gagne toujours, de toute façon. Gagne toujours, sauf s'il est écrasé par la force brutale. Bon, on a assez de ressources pour organiser notre stratégie pour gagner. Les déclarations du chef indépendantiste sont volontairement apaisantes. Mais le leader kanak, qui a lui-même perdu 2 de ses frères tués ici dans un accrochage avec des métis, Jean-Marie Djibaou sait très bien que la violence est sous-jacente en Nouvelle-Calédonie. Le congrès du FLNKS va donc tenter de calmer les esprits, du moins pour l'instant. Au Chili, sur demande du gouvernement du général Pinochet, la Cour suprême a annulé la décision de la Cour d'appel de Santiago autorisant 104 femmes chiliennes exilées à regagner leur pays. Parmi ces femmes, il y avait la veuve de l'ancien président Salvador Allende. À Berlin-Est, ouverture du comité politique des pays membres du pacte de Varsovie. Mikhail Gorbatchev est présent et ce seront les questions de désarmement qui seront au centre de cette réunion. À Berlin pour Antenne 2, Philippe Rochaud. 21 sommets du pacte de Varsovie et toujours les mêmes dirigeants pour la plupart, en dehors des hommes tels que Mikhail Gorbatchev, mais qui garde toujours à ses côtés Andrei Gromyko, ou encore le général Jaruzelski, le numéro 1 polonais, qui apparaît presque comme un homme neuf. Mais on retrouve toujours, face au numéro 1 est-allemand Erich Honecker, le bulgare Zhivkov, le tchécoslovaque Uzak et le hongrois Kadar, tous âgés de 75 ans. L'exemple Gorbatchev va sans doute aider une nouvelle génération de politiciens d'Europe de l'Est, âgés de 50 ans, à prendre la relève, car déjà, ils piétinent aux portes du pouvoir. Tout paraît possible, même si chaque pays, officiellement, se défend de subir l'influence de la politique du Kremlin. Le vent de jeunesse et de réforme que fait souffler Mikhail Gorbatchev aura des répercussions sur tous les pays du pacte de Varsovie réunis ici à Berlin-Est. Pour 2 raisons essentielles, les liens militaires d'abord, mais surtout les liens économiques privilégiés que certains pays, comme la République démocratique allemande, entretiennent avec l'URSS. Monsieur François Mitterrand a quitté la terre canadienne. Le président de la République doit arriver ce soir à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on parle beaucoup des problèmes de pêche. On sait que l'un des contentieux entre la France et le Canada, évoqué par monsieur Mitterrand avec le chef du gouvernement canadien, est le problème des limites de pêche. C'est un problème ancien qui n'a toujours pas été réglé. Monsieur Mitterrand doit l'évoquer sur place à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voyez sur ce sujet l'enquête et le reportage réalisé par Patrick Montel à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre, les maisons doublées de bardeaux sont de toutes les couleurs. Pour exprimer peut-être les origines diverses de ces 6000 habitants, dont les ancêtres sont venus de Bretagne, de Normandie ou du Pays Basque à la fin du siècle dernier. Des pêcheurs qui ont connu l'époque dorée de l'archipel, le temps béni de la prohibition qui sévissait en Amérique du Nord dans les années 20. Al Capone lui-même y possédait un entrepôt pour la contrebande des caisses d'alcool. Mais aujourd'hui, c'est la pêche, l'activité essentielle de l'île, qui est en péril. Un symbole, l'île aux marins, 800 pêcheurs il y a 40 ans, totalement déserte aujourd'hui. Ils ne sont plus en fait que 12 pêcheurs professionnels indépendants dans l'archipel.
tous près de la retraite. Et leurs Doris rentrent le plus souvent à vide. La morue, le caplan et l'encornet ont pratiquement disparu le long des côtes. On peut supposer que, surtout dans la région ouest de Saint-Pierre, le vide est produit par la surexploitation du banc de Saint-Pierre par les gros chalutiers. La faute aux chalutiers, peut-être, mais à Saint-Pierre, la pêche industrielle elle-même est en difficulté. Depuis 10 ans, les 5 chalutiers sont victimes des différends franco-canadiens. La mer, c'est notre poumon, la pêche, c'est notre colonne vertébrale. Et actuellement, le Canada, par les mesures qu'il prend, est en train de nous asphyxier. Un dossier rendu complexe par la restriction des zones de pêche et l'instauration de quotas par les dirigeants canadiens. Avec en prime l'interdiction pour les chalutiers locaux d'effectuer des réparations dans les ports de Terre-Neuve. Résultat, une baisse sensible de la quantité pêchée et une menace pour les 2 usines de traitement du poisson. Des tensions qui provoquent un autre conflit, franco-français cette fois. Les chalutiers métropolitains ont dû se replier sur le banc de Saint-Pierre et concurrencent donc directement ceux de l'archipel. Autant de menaces qui ne peuvent être complètement gommées par les aides gouvernementales et le poids de la fonction publique. 47% de la population active. Restent les jeunes. Si les plus grands sont partis en métropole, à l'université, les autres, très attachés à l'île, sont loin d'être optimistes. Ça fait peur. Les négociations sur la pêche, franchement on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Je ne sais pas si les Saint-Pierrois réalisent bien d'ailleurs le problème. Pas tous, en tous les cas. Pas tous, non. Et vous êtes conscient de ça, pourtant vous n'êtes pas pêcheur. Non, mais c'est important la pêche. Sans la pêche, il faut bien voir qu'il n'y a rien à Saint-Pierre. On est mort. Hein. Dans le Nouvel Observateur, un entretien avec Laurent Fabius. L'ancien Premier ministre estime notamment que M. Michel Noir, l'actuel ministre du Commerce extérieur, qui a sévèrement dénoncé les thèses du Front National, est un homme bien. Ce qu'il a écrit lui fait honneur et M. Fabius conclut « Ce comportement courageux fait d'autant plus ressortir l'ambiguïté et la complaisance de beaucoup d'autres ». Dans le numéro de ce jeudi du journal Libération, une page surprenante et sans doute scandaleuse. Des lettres de lecteurs concernant l'extermination des Juifs durant la dernière guerre. Lettres mettant en cause la véracité de cette extermination. La direction de Libération qualifie de honteuse cette page, demande le retrait du journal ce matin des kiosques et s'explique par la voix de son directeur Serge July. Emmanuel Vanier. La page courrier des lecteurs de Libération, une liberté de ton, un caractère souvent provocateur, qui ne sont pas étrangers au succès du journal. Mais cette fois, l'équipe qui en est responsable est allée beaucoup trop loin. Les lettres publiées aujourd'hui tentent à nier l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Selon la direction de Libération, c'est un retard dans la fabrication du quotidien qui a empêché le contrôle du contenu de cette page, confié à une équipe indépendante de la rédaction. Donc nous avons pris une décision très grave. C'est-à-dire, nous jugeons, nous, rédaction de Libération et direction, nous jugeons ce numéro impubliable. Alors, qui est responsable du contenu de cette page et qui contrôle ? Vous savez, un journal, c'est une chaîne de production, donc il y a une relecture, évidemment, de l'ensemble du journal. Je préfère dire qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que cette page n'a pas pu être lue. Il y avait un responsable de cette page courrier, bien évidemment, qui ne fait plus partie depuis ce matin du journal. Ce matin, la direction de Libération a donc elle-même demandé le retrait de son journal de tous les kiosques, un fait exceptionnel dans l'histoire de la presse française. Nouveau bilan de l'incendie dans un vieil immeuble du quartier de Belleville à Paris, dans le 20e arrondissement hier. 3 morts, une jeune femme et 2 bébés. L'origine du sinistre n'est toujours pas déterminée, mais après la série d'incendies il y a 6 mois qui avait frappé cet arrondissement de Paris, on craint un acte criminel. Sport, tennis, à Roland-Garros aujourd'hui, Mats Wilander n'a pas eu de problème pour se qualifier. Tariq Benabiles, le Français, a battu le Suédois Jarid en 5-7, c'est un nouvel exploit pour Benabiles. Et puis Noah a eu quelques inquiétudes avant de battre le Suédois Bergström. Résumé de la journée, Daniel Casal, Philippe Peter. Face au Suédois Christian Bergström, Noah a obtenu cet après-midi une victoire pour le moins laborieuse. Un premier set gagné difficilement 7-5, un deuxième perdu au tie-break, un Suédois déchaîné et Noah se retrouve mené 5-1 dans la 3e manche. 88e mondial, Bergström joue sans complexe face au vainqueur de 1983. Et puis d'un seul coup, un incident qui a peut-être changé le cours du match. Le lob de Bergström est annoncé faute. Noah l'a vu bon et va demander à l'arbitre de déjuger son juge de ligne.
sans trop froisser votre excellence, est-ce que vous pouvez faire votre boulot, hein? Au lieu de sortir des belles formules, filer des avertissements, jouer au beau gosse, là. Hein? Quoi, s'il vous plaît? Il n'y a pas de s'il vous plaît, je vous demande de faire votre boulot, ok? Je suis très correct, cher ami, très correct. Je suis tout à fait correct, mais je vous demande de faire votre boulot aussi. C'est-à-dire de overrouler quand les arbitres font des bêtises. Bergström a-t-il été déconcentré par l'incident? Toujours est-il que Noah va aligner 11 jeux d'affilée, égaliser à 2 manches partout et gagner 6 jeux à 1 dans la dernière. Pendant ce temps, sur le court numéro 9, Tariq Benabiles a conquis le titre de maître du suspense. Face au Suédois Anders Jarid, 26e mondial, il a sauvé 3 balles de match dans la 5e manche avant d'égaliser à 5 jeux partout. Menant 8 jeux à 7, il obtient à son tour 2 balles de match. La première, Jarid la sauve grâce à un excellent passing shot. La deuxième sera la bonne. Cette fois, le passing shot de Jarid est trop long. Un tour chez les dames maintenant, face à Chris Evert-Lloyd, cette fois vainqueur à Roland-Garros. Isabelle de Mongeau a quitté le tournoi avec les honneurs. Non seulement la jeune Française a parfaitement tenu l'échange face à une grande spécialiste du fond de court, mais en plus elle a su prendre l'initiative et aller chercher les points à la volée. Mais l'expérience de l'Américaine a fini par l'emporter. Victorieuse 6-3, 7-5, Chris Evert a tenu à souligner l'excellente qualité du jeu d'Isabelle de Mongeau. J'ai été très impressionné par son jeu. Elle est beaucoup plus régulière qu'avant. Quand elle passe sa première balle, elle est vraiment très forte. Je vous l'annonçais tout à l'heure au début de ce journal. Donc Tabarly a gagné sur Côte d'Or la deuxième étape de la Transat Lorient-Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient. Deuxième étape, il a gagné. Mais rien n'est joué pour le classement général car le Suisse Feldman qui avait remporté la première étape n'est pas arrivé. Il a quand même 5 heures d'avance par rapport au résultat de la première étape. Patrick Montel et puis le reportage de Dominique Merlin vont vous expliquer ça beaucoup plus clairement que moi. Une transat de plus de 4000 milles qui se termine au sprint comme une régate. Et une dernière étape synonyme de revanche pour Éric Tabarly. Distancé de 5 heures par Feldman à l'issue de la première étape, le skipper de Côte d'Or s'est imposé aujourd'hui dans la seconde. Une traversée sans histoire où Côte d'Or a dominé Marlborough, particulièrement dans les vents modérés. Au dernier pointage, Feldman se trouvait à 26 milles nautiques de Tabarly. Toute la question reste maintenant de savoir si le skipper suisse parviendra à conserver une partie de ses 5 heures d'avance. En principe, oui, mais les vents faiblissent actuellement sur l'Orient et Feldman a choisi une route légèrement différente en arrivant au large des Glénans. Pour Tabarly maintenant, c'est l'attente qui commence. Mais à Dominique Merlin, Éric Tabarly vient d'accorder une interview, il en accorde rarement, et c'est toujours un petit peu difficile. Mais Tabarly, qui attend l'arrivée de Feldman, vient de lui confier ses premières impressions. On écoute Éric Tabarly. Rien n'est encore perdu, mais est-ce que vous avez cru à un moment que vous pourriez reprendre 5 heures à Marlborough? Oh non, les 5 heures, moi dès la fin de la première étape, j'y comptais pas de toute manière. Bon, rien n'est joué, il y a 26-30 000 de différence, il y a la renverse, est-ce qu'il peut encore arriver quelque chose d'important? Non, je crois pas, non. 5 heures, non. Est-ce que vous avez été plus énervé à bord pendant le retour que pendant l'aller, sachant qu'il y avait 5 heures à reprendre et que c'était beaucoup et pas beaucoup à la fois? Oh non, de toute manière, on fait marcher le bateau pareil. Là, bon, on visait surtout la victoire d'étape de toute façon, puisqu'on savait que sur le classement général, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Et bon, Marlborough n'a pas semblé vous marquer pendant la course. Est-ce que ça vous a étonné? Alors on a été très souvent ensemble quand même, mais c'est très difficile de se marquer, vous savez, parce qu'on ne sait pas toujours où sont les autres, on ne sait pas exactement les bords qu'ils font, les caps qu'ils suivent, et par conséquent, avec des positions qu'on a comme ça seulement 2 fois par jour, le marquage est presque impossible, et puis souvent il y a des différences de vitesse, suivant les allures des bateaux, etc. Donc le marquage, c'est pas toujours possible. Voilà, et on attend Feldman maintenant. Football, hier soir, les Portugais de Porto ont remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, battant le Bayern de Munich 2-1. Et l'un des grands hommes de ce match fut l'Algérien Madjer, qui joua au Racing de Paris. Ce matin, un quotidien portugais titrait « Porto est le plus grand et Madjer son prophète ». Dominique Leglou.
25 ans après, le Portugal redescend dans la rue. Avant-hier Benfica, aujourd'hui Porto. Toujours la même et unique raison, la Coupe d'Europe. Et dire qu'on ne donnait pas cher des chances de la petite ville du Nord-Portugal face au géant Bayern. Alors, en apparence, un miracle pour Porto. D'autant que 3 de ses stars étaient blessés, dont le buteur maison Gomez, 2 fois meilleur buteur européen. Mais croyez-moi, en football, le miracle n'existe pas. Porto reçoit la récompense de 3 saisons de travail sous la direction d'Arthur George. Et quand l'esprit règne, les remplaçants valent les titulaires. Ainsi, alors que Foutré semblait la seule chance possible, Porto et le monde entier allaient redécouvrir Rabat Madjer, l'émigré algérien, avec cette superbe talonnade. Au fait, une talonnade ou un pied de nez? Un pied de nez à 2 saisons de sous-utilisation au Portugal, après une saison d'échec en France au Racing Club de Paris. Fragile Madjer, pensez-vous? C'est lui qui va abattre le Bayern 2 minutes plus tard en donnant la balle de 2e but à Jouari. Décidément, le football allemand, ça lui réussit à Madjer. Souvenez-vous, le 16 juin 1982, c'est déjà lui qui venait à bout de l'Allemagne en Coupe du Monde d'une petite pichenette. 3 ans plus tard, Madjer retrouve le sourire. Il est le premier footballeur africain vainqueur d'une Coupe d'Europe et ce, le dernier jour du Ramadan. Au pays où le football est 2e religion, c'est pour lui un signe de Dieu. Il dédie ce succès à son pays, au Maghreb, mais souhaite quand même retrouver vite la France pour une 2e chance. Résultat du quartet de ce jour, il y a 2 résultats, 3-14-5-13 ou 3-14-13-5. Il y a donc d'édite comme on dit. Donc pour l'ordre, pour 5 francs, ça donne 11 043 francs. Ou dans un ordre différent, 1840 francs 50. Le tout pour 5 francs de ce résultat de ce quartet d'aujourd'hui. La météo, Alain, c'était vous. Eh bien, demain, nous connaîtrons un entracte plutôt ensoleillé dans un week-end plutôt nuageux qui a mal commencé aujourd'hui. Samedi, dimanche devrait être à peu près du même acabit qu'aujourd'hui. Mais pour l'instant, voyons le temps qu'il fera demain. Plutôt ensoleillé, je vous le disais, puisque les perturbations qui touchaient aujourd'hui l'ensemble du pays et surtout la partie nord vont s'évacuer demain matin sur les régions est, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine et le sud. Et dans l'après-midi, on devrait connaître de très belles éclaircies sur ces régions. Sur toutes les régions centre, eh bien là, c'est un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus clair. Il faut dire que l'anticyclone atlantique protège ces régions. Mais attention, retour d'une autre zone de nuages et de petites éclaircies et même d'ondées sur les côtes du nord, enfin les côtes de la région nord, les côtes normandes et les côtes bretonnes. Donc, nouvelle perturbation qui arrivera demain dans l'après-midi et qui devrait samedi et dimanche donc toucher toute la France. Ensuite, il faut parler quand même du bassin méditerranéen qui là est très ensoleillé en ce moment à cause de la tramontane et du Mistral qui souffle très fort. Demain, on prévoit encore des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Et la Corse est sous les nuages avec des averses. Toujours le résultat de cette perturbation qui s'évacue vers le sud-est. Alors, côté température, eh bien, on va perdre quelques degrés demain. Regardez bien pour la partie... On va prendre quelques degrés, oui, quelques degrés en plus par rapport à ces jours derniers, mais on ne verra pas beaucoup la différence car l'air vient toujours du nord-ouest et il fait toujours un peu frais. 14 degrés à Cherbourg, 15 degrés à Brest pour demain, jusqu'à 18 degrés à Paris, maximum pour la partie nord. Et pour la partie sud, nous irons de 16 degrés ici à Dijon jusqu'à 23 degrés à Perpignan ainsi qu'à Nice. Demain, nous serons le vendredi 29 mai. Le soleil se lèvera à 5h56, se couchera à 21h40, 2 minutes de soleil en plus et c'est la Saint-Émard. Merci beaucoup Philippe Arroir à 23h20 pour le dernier journal de la rédaction. Demain dans Télématin, Paul Naon recevra Michel Delebarre, l'ancien ministre socialiste du Travail. À demain 20h, bonsoir, merci.